Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cet anniversaire, le 10e anniversaire du Labo de l'égalité. En tant que membre du comité d'orientation, je suis ravie d'animer cette première partie. Et comme le planning est assez chargé, je propose à Olga Trosiansky, qui est la présidente et cofondatrice du laboratoire d'égalité, de venir prendre la parole. Olga, c'est à toi. Merci, chère Catherine. Mesdames et messieurs, Monsieur Lambropoulos, chers amis, il y a plus de 10 ans maintenant, nous étions 5 autour de la table dans un restaurant de quartier à discuter sur des sujets d'actualité de l'époque, congé parental, réforme des retraites, avec toujours comme prisme l'égalité entre les femmes et les hommes. À la fin de la soirée, nous décidions de prendre position publiquement sur ces questions et l'idée du laboratoire de l'égalité est née. 50 personnalités nous ont vite rejoints et Corinne Hirsch, actuelle vice-présidente, est une des principales artisanes de cette création. Nos missions, rassembler les acteurs et actrices de l'égalité femmes-hommes pour interpeller les décideurs et décideuses publiques et privées et sensibiliser l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est avec une très grande émotion et fierté que je vous souhaite la bienvenue pour cet anniversaire du laboratoire de l'égalité. L'association grandit chaque année. Des centaines de bénévoles ont donné, depuis 2010, plus de 45 000 heures de leur temps, et notre réseau compte maintenant plus de 1500 personnes. Je voudrais dire un mot à la fois des plus anciens et des nouveaux, Patrick Bocard, Catherine Tripon, Laurent Depont, Pascal Braque, Anna Fougali, Mathilde Tabary, Nathalie Decourcy. Merci, chers amis, c'est grâce à votre engagement que nous sommes ici aujourd'hui, que nous avons pu réaliser autant d'actions. Notre campagne de sensibilisation contre les stéréotypes, les 17 livres de notre collection Égal à Égal, seule collection grand public en France, uniquement consacrée aux inégalités entre les femmes et les hommes. Merci, chère Annie Batte. Nos rendez-vous de l'égalité dans plusieurs villes de France. Merci, chère Aline Crépin. Notre guide à destination des TPE et PME, notre livre vert sur la refonte du système des retraites et nos pactes, bien sûr, pour une intelligence artificielle égalitaire, chère Muriel Garnier, contre la précarité des femmes, chère Lucille Pétavin, pour l'égalité dans l'insertion des jeunes, cher Marc Germanang, dans l'entrepreneuriat, dans les professions libérales, chère Valence Borgia, et j'en passe. C'est aussi grâce à nos partenaires publics et privés et à leur confiance, et je voulais évidemment remercier BNP Paribas d'être notre hôte aujourd'hui pour ce bel anniversaire, qui est aussi l'occasion pour nous de vous dévoiler en exclusivité notre nouveau pacte pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous le savez, les pactes présidentiels sont devenus au fil des années notre marque de fabrique. Comme en 2012 et 2017, nous soumettrons nos propositions à la signature des candidats et candidates à l'élection présidentielle pour les engager sur ces questions d'égalité et faire émerger ces enjeux dans le débat public. Je ne vous en dis pas davantage, car les mesures principales vous seront présentées tout à l'heure. Je voulais en profiter pour remercier Mathilde Hollon et toute l'équipe pour l'organisation de cet événement. Chers amis, je vous propose de passer une bonne soirée en notre compagnie et vous donne rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup, Olga. Alors, comme tu l'as très justement dit, nous sommes ici chez BNP Paribas. Donc, j'invite Andreas Lambropoulos à venir nous accueillir très officiellement. Vous êtes le directeur de l'engagement pour le compte de BNP Paribas Investment et Protection Services. C'est bien ça? Très bien. Andrea, à vous.
Bonsoir à toutes et à tous. Et on est ravis d'accueillir ce soir le laboratoire d'égalité chez BNP Paribas. Et nous sommes très contents que vous soyez là. Et nous sommes contents aussi qu'on célèbre ces 10 ans ensemble. Et nous avons, en tout cas moi j'ai connu le laboratoire il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, justement quand il y a le premier pacte, on était saisi par la pertinence des différentes propositions qui résonnaient finalement avec pas mal des choses qu'on pensait chez BNP Paribas. Et on travaillait beaucoup sur les sujets de diversité. Caroline Courtin, tout à l'heure, elle va en parler, elle va donner plus de détails et témoigner de ce que nous faisons. En tout cas, nous avons trouvé à l'époque, c'était extrêmement pertinent, et nous avons donc décidé de devenir partenaires. Et nous avons travaillé sur trois thèmes. Et je souhaitais partager ces thèmes-là. Le premier, c'était bien entendu autour du fait de la promotion de l'égalité professionnelle homme-femme, avec un certain nombre de conférences. Le deuxième, c'est autour de l'intelligence artificielle, un sujet qui m'est particulièrement cher, et quelque part les biais liés à l'intelligence artificielle dans les sujets hommes-femmes. Le troisième, c'est autour des aidants, alors je dirais même aidantes, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes. Et donc, vous savez, les aidants, c'est ces personnes-là qui accompagnent des proches ou dans la famille des personnes proches et qui les aident finalement dans leur quotidien. Et le sujet est particulièrement important pour nous chez BNP Paribas. D'ailleurs, on a créé on a incubé deux sociétés qui travaillent sur ces sujets-là, TIL et Tangata, qui ont fait partie également des conférences que nous avons organisées ensemble avec le laboratoire de l'égalité. Alors, sur ces trois expériences, je dirais qu'on était saisis à la fois par la pertinence des propos, je dirais même par le professionnalisme, et par l'exactitude. Et en fait, chaque fois qu'on a fait participer nos collaborateurs au-delà de ces conférences-là, on a reconnu la qualité de tous les travaux qui sont faits par le laboratoire de l'égalité. Voilà, donc je voulais témoigner de ça. Donc pour moi et pour nous tous chez BNP Paribas, nous sommes très heureux d'accueillir le laboratoire. Alors il y a quelques sujets pour nous qui restent des grandes actualités. Dont il y a toujours le sujet de l'égalité professionnelle homme-femme. Et donc c'est un sujet sur lequel nous allons travailler encore. Il y a beaucoup de choses à faire en France, mais également à l'international. Nous pensons que c'est un sujet qui a aussi une envergure internationale. Donc nous allons continuer à travailler sur ce sujet-là. Nous travaillons beaucoup sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ailleurs, nous le faisons en France, mais également dans d'autres pays. Nous le faisons en Afrique, en Turquie, en Italie, aux États-Unis. Et c'est un sujet que nous souhaitons également promouvoir. Il y a le sujet qui est propre à notre activité d'Investment and Protection Services, c'est le fait que quand nos fonds investissent dans des sociétés, on tient compte des sujets de parité en fait dans les sociétés sur lesquelles nous investissons. C'est extrêmement important parce que c'est là où nous pouvons également jouer un rôle d'engagement vis-à-vis des entreprises. Enfin, il y a le sujet également de la précarité qui touche également beaucoup les femmes, sur lesquelles nous souhaitons également travailler dans les années à venir. Voilà donc un programme pour nous sur les prochaines années. En tout cas, joyeux anniversaire au laboratoire de l'égalité et tous mes voeux pour le prochain pacte, pour qu'on continue à, quelque part, faire grandir cette cause de l'égalité homme-femme et de l'égalité professionnelle homme-femme. Merci. Merci beaucoup, Andreas. Alors, avant de démarrer la première table ronde, on va vous passer une vidéo qui retrace les 10 ans du labo et qui a été réalisée par Frédéric Duval. Le laboratoire de l'égalité fête cette année ses 10 ans. 10 ans de réflexion et de réalisation au service de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pendant lequel le laboratoire de l'égalité a poursuivi ses 3 missions. Rassembler les acteurs et les actrices de l'égalité, élaborer des propositions concrètes à destination des décideurs publics et privés et diffuser une culture de l'égalité dans l'opinion publique. Une belle histoire que nous avons choisi de vous raconter ainsi. Au tout début, ce sont 5 personnes, puis rapidement une cinquantaine, qui décident de prendre position publiquement pour accélérer le mouvement de l'égalité femmes-hommes et, contexte électoral aidant, élabore tout un ensemble de mesures concrètes à présenter aux candidats et candidates à l'élection présidentielle. Ce pacte pour l'égalité est devenu depuis la marque de fabrique du laboratoire de l'égalité et un vecteur important de diffusion de ses idées. L'une des propositions phares du pacte de 2012, un gouvernement paritaire, voit le jour après l'élection.
le laboratoire de l'égalité lance dans la foulée une campagne publicitaire nationale sur le thème de l'invisibilité des femmes dans l'entreprise. Des visuels et un slogan choc. Les femmes, on continue de s'asseoir dessus ou on change pour de bon ? L'association grandit et s'étoffe de centaines d'experts et expertes ainsi que de bénévoles venus de tous les horizons. Elle devient rapidement une interlocutrice incontournable des décisionnaires publics et privés. De nombreuses initiatives marquent la décennie. La création de la collection Égal à Égal, 17 ouvrages publiés avec les éditions Belin, et l'élaboration de plusieurs pactes et guides sectoriels ou thématiques, le pacte pour une intelligence artificielle égalitaire ou le guide égalité pour les TPE-PME par exemple. Le laboratoire de l'égalité, c'est aussi une newsletter remplie d'informations pointues et des événements grand public, les rendez-vous de l'égalité, avec la mise en débat de sujets d'actualité, comme la précarité de l'emploi féminin, l'inégalité face à la retraite ou encore la modification de l'article 1er de la Constitution. Si le bilan est dense, le nouveau cycle qui commence s'annonce tout aussi riche car les projets et les envies ne manquent pas. L'année 2021 sera ainsi marquée d'événements anniversaires autour des 10 ans avec de nouveaux sujets, l'insertion professionnelle des jeunes femmes, les aidantes non professionnelles et bien sûr l'élaboration de notre 3e pacte pour les élections présidentielles. Le laboratoire de l'égalité va continuer à innover, à s'adapter aux évolutions de la société comme aux nouveaux moyens de communication. Mais s'il y a une chose qui ne changera pas, c'est la défense de nos idéaux et l'affirmation de nos valeurs, mis en musique par les 1700 femmes et hommes qui sont aujourd'hui l'âme et le cœur du mouvement. Alors, rendez-vous dans 10 ans. Eh bien, voilà, ça résume pas tout. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 10 ans, mais on va essayer justement aujourd'hui, au cours de cette table ronde, de refaire un peu les grands axes de ces 10 ans. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Germanang, Annie Battle, Caroline Courtin et Aline Crépin, qui est avec nous, en léger décalé, mais qui est présente. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, tout de suite, Marc. Toi, tu es à la fois au conseil d'administration en tant qu'administrateur et membre du comité d'orientation. Est-ce qu'on va avoir un petit peu ton avis sur ce comité, comment tu le perçois, qu'est-ce qu'il a de particulier et d'intéressant ? Merci Catherine, bonsoir à toutes et tous. Le comité, il est vraiment à l'image du labo de l'égalité dans son ensemble. Et ce qui est sa caractéristique principale, c'est sa diversité. Avec des scientifiques, des universitaires, des chercheuses et des chercheurs, avec des syndicalistes, avec des journalistes, avec des hommes et des femmes et des hommes qui travaillent dans des entreprises, publiques ou privées, dans des ONG, des associations, toutes sortes de structures, et qui réfléchissent, travaillent, élaborent, avec une capacité d'idéation, une capacité de proposition extrêmement variée sur cette thématique très large qui est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec donc des thématiques extrêmement variées qui vont de la fabrication des stéréotypes à la formation professionnelle, à l'apprentissage, à la précarité, et j'en passe, et avec donc une expertise, une émulation, une richesse de propositions extrêmement importante. Et pour résumer tout ça, j'ai envie de dire que le labo de l'égalité, son comité d'orientation, son conseil d'administration, c'est à la fois une communauté ouverte, une communauté experte avec des expertises multiples extrêmement fortes, une communauté apprenante et qui s'enrichit de ses travaux et puis des expertises extérieures, une communauté agissante avec une production, on en parlera avec la collection Égal à Égal et avec Annie dans un instant, avec les pactes successifs, une communauté responsable et citoyenne et une communauté qui amène les experts qu'elle invite, qu'elle convoque, qu'elle sait mobiliser et les partenaires et les partenariats qu'elle suscite dans ce chemin de la responsabilité autour de ce pilier essentiel de la responsabilité sociale et sociétale qui est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Merci Marc. Alors, chère Annie,
Tu es là depuis pratiquement le début du Labo de l'égalité, donc tu t'es beaucoup investi, mais particulièrement sur ce qu'évoquait Marc tout à l'heure, la collection Égal à Égal. Donc j'aimerais que tu nous en parles avec la passion qui t'anime. Oui, bonjour, merci Catherine, bonjour toutes et tous. Effectivement, j'ai connu le labo tout petit, mais déjà plein de projets et d'énergie, et j'ai vu conquérir assez rapidement sa légitimité. Et au début, j'ai fait comme toutes les bénévoles, un peu de tout, de la communication, de la réécriture, de l'organisation d'événements, des rapports, etc. Mais effectivement, depuis quelques années, le labo étant installé, chacun ayant sa place, je me suis consacrée à la collection Égal à Égal, une belle aventure en partenariat de co-directrice de rédaction avec Catherine Vidal, la neurobiologiste tonique bien connue et féministe pour le moins, et puis la complicité de Catherine Allais, directrice d'édition chez Belin, qui éditait nos ouvrages. Donc, nous avons évidemment bénéficié du soutien sans faille du laboratoire de l'égalité sur le plan intellectuel et sur le plan logistique, en particulier promotion et communication. Alors, l'objectif de la collection, il s'inscrit dans la volonté du laboratoire d'éminer les obstacles à l'égalité professionnelle que rencontrent toutes les femmes, et d'où l'idée de petits livres accessibles, sympas, écrits par des chercheurs et des chercheuses qui sont des spécialistes du sujet, mais dans une écriture journalistique. Donc, à ce jour, 17 livres ont été publiés qui traitent... alors, normalement, il devait y avoir un écran derrière qui les montrait. Je vous en montre un. Qui concerne des métiers comme le monde de la télévision, du cinéma, des secteurs comme la santé, l'intelligence artificielle, des problématiques très transverses comme le sexisme ordinaire, etc., etc. Donc, tous les livres ont un plan extrêmement simple, c'est un constat, l'évolution en cours, parce qu'il y en a, et des solutions concrètes que nous proposons. En toute logique, ils sont tous complémentaires et interactifs, comme le sont les inégalités entre les hommes et les femmes qui font système, et effectivement, comment travailler l'esprit libre avec suffisamment d'énergie et demander une augmentation ou une promotion quand on est submergé par les tâches domestiques ou par le sexisme ordinaire dans l'entreprise. Donc, tout s'enchaîne. Et et si on n'a pas un salaire suffisant, on sait qu'on peut soit au pire sombrer dans la pauvreté ou bien refuser, renoncer à s'émanciper. Chacun des ouvrages met en évidence les stéréotypes basiques que nous avons bu à la mamelle et qui sont entretenus entre le sexe dit fort et le beau sexe. Et comme le dit Hélène Péruvier dans son livre Les économistes féministes, entre Monsieur Gagne-Pain et Madame Mange-Miettes. Alors, il n'y a pas de jugement moral dans ces livres, c'est factuel, des chiffres, des faits, et pas de sermon. Simplement, des solutions dont certaines sont déjà mises en œuvre ou expérimentées, mais que nous pensons qu'ils ont le mérite de devoir être élargies et étendues, ou des solutions innovantes, comme dans le livre sur l'intelligence artificielle, où les autrices ont été les premières à parler dans un livre grand public de l'égalité, de l'intelligence artificielle comme levier de l'égalité. Donc, ces ouvrages ont l'air appréciés par les entreprises, les ministères, les universités, les étudiants et les journalistes. Et évidemment, on en est très heureux. Vulgariser, ce n'est pas vulgaire. Et les chercheurs et les chercheuses en sont de plus en plus conscients.
est convaincu et nous pensons que c'est même un service d'intérêt public. Ça passe par une narration qui veille à ne pas vider les contenus de leur substantifique moelle et en même temps le dialogue est toujours un peu serré avec les chercheuses et les chercheurs, mais fructueux et enrichissant de toute façon de part et d'autre. Alors on sait que l'ignorance fait le lit des stéréotypes et au fond la collection Égal à Égal, elle veut lutter contre cette ignorance, donner des idées aux hommes et aux femmes et donner aux femmes les moyens de prendre en charge leur destin, puisqu'on sait que si elles ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. Merci beaucoup Annie. Alors ce que tu as dit c'est très juste sur le fait, pas de jugement moral, des faits, des choses pragmatiques et réelles, ce qui me peut me donner l'occasion comme ça d'introduire Caroline Courtin. Chère Caroline, tu es la responsable diversité, égalité et inclusion de BNP Paribas. Alors justement pour faire un parallèle avec les 10 ans du labo, voilà, j'aimerais que tu nous dises un peu toi ce que tu as constaté comme évolution depuis 10 ans au sein du groupe BNP Paribas. D'abord, merci, je partage ce qu'a dit Andreas, merci pour cette invitation. On est ravis des différents travaux qu'on a menés avec le laboratoire. Alors si je regarde moi 10 ans en arrière, évidemment on avait l'air tous un peu plus jeunes, mais BNP Paribas, au moment où le laboratoire est né, avait déjà 190 ans. C'était déjà une belle entreprise bien installée et on avait commencé à travailler sur les sujets de diversité et d'égalité professionnelle à peu près 10 ans avant, en 2004. Voilà, il y a eu vraiment un gros travail qui a été entamé. Mais il n'y avait pas de femmes au COMEX, donc voilà, cette entreprise avait réussi à survivre sans diversité à son COMEX pendant 190 ans. Et avec la nomination de Marie-Claire Capobianco, à qui je rends hommage ce soir parce qu'elle a été pour beaucoup un modèle dans l'entreprise, arrivait une première femme au COMEX. On avait je dirais le niveau du dessous qui est à peu près nos top 100 managers où il y avait 8 femmes, donc voilà, on les comptait vraiment dans l'assistance. Et c'était ça à peu près où on en était il y a 10 ans. Alors ce qui est assez formidable, c'est que tout s'est accéléré et c'est ça que je trouve intéressant sur les travaux d'égalité et c'est ça aussi qui est très prometteur avec ces 10 ans du laboratoire, c'est qu'en fait c'est vraiment un chemin que l'on monte pas à pas, mais je dirais que plus on travaille dessus, plus les pas, plus la foulée est grande. Voilà, donc on a vu l'accélération et on voit l'accélération sur ces sujets. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers de femmes dans toutes nos instances, que ce soit COMEX, G100 et quand je descends. On a un objectif d'être à 40% d'ici 2025. Donc voilà, d'être dans une entreprise qui quand même reflète mieux la société. Et pour ça, on peut travailler sur des objectifs, grâce à des objectifs que l'on a sur nos populations talents, puisqu'on a des objectifs de parité sur nos populations talents, et c'est parce qu'on a des talents qui sont aussi bien des hommes et des femmes à part égale que l'on peut arriver derrière à promouvoir des femmes autant que des hommes dans une entreprise. Donc ça, c'est je dirais, nos progrès en tant qu'employeur, mais ce que j'ai vu aussi émerger depuis 10 ans, c'est finalement un travail 360, et Andreas en a parlé tout à l'heure, de BNP Paribas en tant qu'employeur, voilà, donc j'en ai parlé là, mais aussi de BNP Paribas en tant que banquier, de s'attacher à ce que les femmes, et on fait partie de la rare, même, on est tout seul en France à avoir mis un objectif de 2 milliards de crédits pour des entrepreneurs femmes. Voilà, donc on agit aussi en tant que banquier et on agit en tant que citoyen. On s'est engagé auprès de l'ONU dans la lutte contre les violences de genre, dans la mixité des métiers. On est engagé avec le laboratoire, on est engagé sur la précarité. Donc on a vraiment un engagement qui aujourd'hui n'est pas qu'un engagement en tant qu'employeur, mais un engagement en tant qu'entreprise citoyenne, en tant que banquier et aussi en tant qu'employeur. Et c'est ça qui a beaucoup changé en 10 ans. C'est cette accélération dans les chiffres. On voit vraiment que ça crante et que ça avance et qu'on arrive aujourd'hui à ne plus parler d'exception. Et puis d'avoir cet engagement qui est sur les 3 volets de ce que représente BNP Paribas en tant qu'entreprise. Merci Caroline. Alors, à toi Aline. Alors Aline Crépin, tu es aussi administratrice comme Marc et comme Annie, également secrétaire générale. Alors finalement, cette petite musique particulière du labo, avec ces groupes d'hommes et de femmes qui sont issus d'environnements très différents, à travers des instances de gouvernance, à travers des groupes de réflexion. Finalement, comment tout ça fonctionne? Et j'aimerais bien que, en tant que secrétaire générale, tu nous fasses un peu ce point justement sur ce que veut dire finalement le labo de l'égalité, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, bonjour à toutes et à tous, et je suis vraiment désolée de ne pas être directement avec vous pour fêter ça, mais
Vous savez à quel point je suis attachée à ces 10 ans du laboratoire de l'égalité. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, derrière toutes ces productions, il y a en fait énormément d'intelligence collective. Et beaucoup de structures finalement, puisque on est une association, on fonctionne comme une association avec donc un conseil d'administration qui se réunit tous les mois, un bureau qui se réunit toutes les semaines, donc c'est quand même très très prenant en fait comme activité. Heureusement, un soutien de l'équipe, donc avec Mathilde Hollon qui est la coordinatrice du laboratoire de l'égalité, et puis le soutien de stagiaires et de services civiques qui viennent nous aider à diffuser en fait la bonne parole entre guillemets et faire en sorte qu'on puisse mettre en lumière tous les travaux des groupes de travail. Parce que c'est le laboratoire de l'égalité, c'est avant tout cette intelligence collective autour de groupes de travail qui réunissent des personnalités vraiment très différentes. On est très attaché au fait que notre collectif soit mixte. C'est important qu'on ait des hommes et des femmes qui travaillent sur ces sujets-là de concert. Et en fait, le comité d'orientation nous aide à déterminer les grands thèmes sur lesquels on va travailler, sur les thèmes qui sont d'actualité ou qui seront d'actualité, puisque l'idée, c'est vraiment d'être toujours en avance de phase. C'est ce qui peut parfois être un petit peu déroutant, c'est-à-dire qu'on se dit ça fait 10 ans qu'on dit ça, ou ça fait 8 ans, ou ça fait 6 ans qu'on dit ça et ça bouge pas, mais néanmoins on sait qu'il y a des choses qui bougent grâce à notre enthousiasme collectif, grâce au croisement des regards entre les chercheurs, les chercheuses, les professionnels, que ce soit du public ou du privé, les syndicalistes, toute personne qui est expert ou experte sur son sujet et qui vient travailler avec nous pour alimenter l'ensemble de nos réflexions. Merci Aline. Alors, du coup, merci à vous quatre pour cette rapide balayage. Alors justement, parce qu'on parle de ces forces vives, on va vous passer une petite vidéo avec justement quelques extraits des témoignages de différents bénévoles. Alors, pour faire court, ce ne sont que des extraits, mais on aura effectivement les versions intégrales qui passeront ensuite sur les réseaux sociaux. Donc je vous propose d'écouter et de regarder cette vidéo. Pour décrire le laboratoire en un mot, convivial. Ce qui m'a paru évident, c'est expertise. Synonyme pour moi de progrès. Je dirais indispensable. Pour moi, c'est un accélérateur de changement pragmatique. Pour moi, c'est être en avance de phase. C'est une source importante de changement social. Moi, je dirais militant. C'est un acteur du changement. La mixité incarnée, des femmes et des hommes, des gens de tout profil. Et ça, c'est génial. Je dirais les compétences. Alors, parce que je trouve que la diversité des membres, de diversité d'origine, de profession, etc., est une vraie richesse et que chacun et chacune peut se nourrir des compétences des autres. Moi, je dirais vision d'ensemble. J'aime bien le fait que le laboratoire de l'égalité a une vision globale à tous les niveaux, tous les échelons de la société, de la situation des femmes. J'ai vu le laboratoire de l'égalité évoluer et notamment à ouvrir des chantiers collaboratifs, voilà, où on se rassemble pour co-créer ensemble. Alors, ça peut aboutir sur des ouvrages, ça peut aboutir sur des événements, mais voilà, pour moi, c'est très important d'être en capacité de co-construire ensemble et cette volonté de toujours avancer. Mon expérience labo, très sympathique, très riche. J'ai découvert des personnes que je n'aurais pas pu côtoyer autrement. J'ai découvert aussi qu'il y avait une production intellectuelle intense avec notamment une collection d'ouvrages. Mon expérience labo, c'est en tant que représentant d'Adhésion Mutuelle au comité d'orientation du laboratoire et j'y constate des débats très ouverts, des gens extrêmement engagés qui apportent beaucoup de savoir, beaucoup de compétences et surtout ce que je retiens du laboratoire, c'est l'engagement dans l'action.
et donc beaucoup de prises de parole à l'extérieur et beaucoup d'actions menées avec les entreprises, mais aussi auprès du grand public. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité, la pluralité des personnes qui font partie du laboratoire. Il y a une grande ouverture d'esprit et puis des personnes d'horizons très différents, avec des niveaux d'expérience très différents. Ce brassage des âges, des expériences, des profils est extrêmement enrichissant. C'était toujours un plaisir en fait dans le travail avec le labo, que ce soit lors de discussions, lors d'événements ou quoi que ce soit, de voir qu'il y avait vraiment ce mix entre, on va dire plutôt la jeune génération avec plein d'énergie, l'envie de traiter plein de sujets et toute l'expérience que pouvaient avoir toutes les personnes qui sont impliquées sur des sujets depuis des années, quoi. Donc ça, moi, ça a été vraiment quelque chose d'absolument passionnant dans cette expérience associative. La thématique égalité qui me tient le plus à cœur, c'est une thématique que je connais le mieux, qui est la thématique des aidantes. Les 6 millions de femmes qui aident un proche en situation de dépendance, c'est un enjeu de société, une question de solidarité, une préoccupation d'entreprise, et donc il me semble assez naturel de pouvoir contribuer à participer au débat sur ce sujet. Je pense que la retraite, c'est un miroir grossissant de toutes les inégalités et de toutes les discriminations que connaissent les femmes. L'IA, évidemment, pour que les femmes s'emparent du sujet, qu'elles soient plus présentes et surtout qu'elles investissent un domaine où elles sont sous-représentées. Pour moi, la question centrale en matière d'égalité, c'est l'explosion des stéréotypes de sexe. La thématique égalité qui me tient le plus à cœur, sans surprise, c'est évidemment la place des femmes dans l'information. Comment l'information parle des femmes, ou dans la vraie vie, n'en parle pas beaucoup, et comment on peut progresser. Et je dirais même au-delà, la place des femmes dans tous les médias, au sens le plus large du terme, les médias culturels, créer cette culture de l'égalité, créer cette mémoire commune. Je pense que c'est vraiment le sujet qui me touche le plus. J'ai surtout travaillé avec l'équipe qui commentait la réforme des retraites pour éclairer, pour amener des éclairages de la part de l'OCDE sur des données internationales, sur des comparaisons avec d'autres pays, parce que les sujets qui sont abordés par le labo sont des sujets qui sont discutés un peu partout dans le monde. Donc, les données et les pratiques politiques des autres pays peuvent être très utiles. L'événement que je retiens, c'est l'événement de présentation de l'impact du projet de réforme des retraites qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le lancement du guide de l'égalité pour les PME-TPE. La sortie du pacte sur la précarité des femmes au ministère des Affaires sociales. Tout ce qui a été fait autour des travaux sur l'intelligence artificielle. Ça est vraiment quelque chose de très novateur et j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, plus qu'un événement, c'est une démarche, le pacte pour l'égalité, qui me semble particulièrement emblématique des actions du labo. Ce pacte pour l'égalité est devenu la marque de fabrique du laboratoire de l'égalité et l'édition 2022 que vous allez découvrir prend en compte les enjeux majeurs actuels. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment ravi d'être là pour ces 10 ans et de participer à cette belle fête que nous avons organisée ce soir avec le concours du groupe BNP Paribas. Alors, ce qui est super, c'est quand on voit tous ces témoignages, on comprend, on l'a déjà dit, la richesse, la diversité à la fois des membres et des apports du laboratoire de l'égalité durant ces 10 ans. Et ça, c'est quand même un actif dont on peut toutes et tous se féliciter et être fiers. Alors, on a parlé, et Catherine l'a superbement présenté, moi, en tant qu'administrateur des débuts, je suis très fier de tout cela, mais il faut qu'on continue le combat. Il faut qu'on continue la lutte pour aller vers plus d'égalité réelle entre femmes et hommes. Et pour continuer la lutte, nous avons continué à produire des pactes pour chaque échéance présidentielle et nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau pacte, puisque des échéances électorales se profilent bientôt. Le nouveau pacte, le pacte 2022. On va en parler dans quelques instants, comme l'a rappelé notre présidente Olga. Il y a eu des actifs qui ont été livrés par les pactes précédents. Et pour en parler, eh bien, je suis ravi d'accueillir une autre administratrice du laboratoire, en la personne de Mathilde Tabary. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'être là et de vous dire quelques mots pour introduire le pacte. Le pacte 2022 qui, comme les pactes précédents, 2012 et 2017, a pour ambition de provoquer les engagements des responsables publics et privés pour accélérer l'égalité professionnelle dans la sphère économique, la mettre au centre des préoccupations des dirigeants. C'est vraiment ça l'ambition de ce pacte. Il sera soumis, comme cela a été dit, à la signature des candidats à la présidentielle. Et il a l'ambition d'engager un grand nombre de parties prenantes et d'acteurs de l'égalité pour l'égalité professionnelle, pour améliorer l'égalité professionnelle donc dans les années à venir. Voilà l'ambition du pacte 2022. Comment est-il construit, Mathilde? Comment est-il construit? Alors, il a été construit à partir des apports des nombreux experts dont on a déjà parlé, parce que le Labo de l'égalité, c'est plus de 1500 personnes, donc toutes expertes dans leur domaine, donc à la fois des chercheurs, à la fois des professionnels de l'entreprise, des professionnels de la fonction publique, des associatives, syndicales, donc des experts dans différentes sphères, mais tous engagés et extrêmement volontaires et extrêmement connaisseurs sur les sujets de l'égalité professionnelle. Donc il a été construit à partir d'un petit groupe de travail qui s'est réuni régulièrement depuis presque 2 ans. On est reparti du pacte 2017, on a regardé, on s'est dit qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et à partir de là, on a essayé de construire quelque chose et on a surtout donc écouté l'ensemble des experts du Labo de l'égalité, tel que je l'expliquais juste avant. Donc, au sein du comité d'orientation, il y a une telle richesse d'expertise, une intelligence collective comme ça, comme Aline le disait, c'est ce qui a permis donc de travailler sur ce pacte. Alors, il se veut très complet, des propositions extrêmement concrètes et opérationnelles. Il vise large, tous les acteurs, car l'égalité doit être prise en compte de manière transversale. Et nous pensons que l'égalité ne sera gagnée que si l'ensemble des acteurs, que ce soit de la sphère économique, des politiques publiques et du monde éducatif, si l'ensemble de ces acteurs prennent en main enfin et de manière convaincue et efficace le sujet de l'égalité. Et comment est-il structuré? En 3 parties qui vont vous être présentées juste après, donc je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais vous verrez que vous retrouverez des propositions qui ont été déjà formulées dans le pacte 2012-2017, simplement parce que les choses n'ont pas toujours évolué comme on l'aurait souhaité. Par exemple, sur l'égalité des rémunérations, les écarts de rémunération restent là. Donc voilà, le pacte 2022 reprend un certain nombre de propositions déjà formulées. Et d'autres, fort heureusement, ne sont pas reprises car les choses ont évolué, notamment sur le sujet, par exemple, des violences, sur le sujet de la parentalité aussi. Donc, sous l'impulsion du Labo, l'égalité, pas uniquement, c'est aussi sous l'impulsion d'autres associations, bien sûr. Mais on voit que les choses évoluent et notre ambition, c'est de continuer à faire bouger les lignes pour aller encore plus loin. Merci Mathilde. Alors, nous allons, après le jingle, s'il se déclenche, pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, c'est maintenant, c'est la structuration du pacte qu'a évoqué Mathilde. Alors, on va rentrer dans le détail de quelques propositions, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment, un certain nombre des propositions qui avaient été émises dans les pactes précédents ont été reprises donc, par la puissance publique, et puis qu'on a connu quand même des événements qui ont fait que les choses ont bougé, ne serait-ce qu'une pandémie, ne serait-ce que MeToo, tout ça, ça a fait un peu bouger les lignes. Donc, on va le découvrir. On va découvrir cette actualisation avec le pacte 2022. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir 2 autres membres éminents du Labo, donc Nathalie de Courcy qui a œuvré pour l'organisation des 10 ans et Franck Juvin, un autre homme administrateur du Labo. Donc vous voyez que nous sommes vraiment une organisation qui fait sa place aux hommes pour agir sur l'égalité, pour parler de la première dimension du pacte
garantir l'autonomie économique des femmes et le partage de la décision. Donc on va commencer par Franck, qui va nous parler de ce premier axe du pacte 2022 du labo, et qui va nous dire pourquoi on a retenu cet axe, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, qu'est-ce qui reste encore à faire, et quelles sont les fragilités de l'égalité entre femmes et hommes qu'il va adresser. Bien, merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Le premier axe du pacte 2022 va se concentrer sur comment garantir l'autonomie économique des femmes et le partage de décisions. Ce choix repose sur un constat classique. L'égalité femmes-hommes est fondamentalement une transformation culturelle et pour opérer ce changement, il faut agir sur les actes du quotidien. Les zones de fragilité adressées sont principalement autour de la représentation des femmes et de l'égalité salariale. Sur la représentation, il s'agit de créer les conditions facilitant la présence des femmes dans tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les métiers. En particulier, avec cette focale, l'accès aux responsabilités de toute nature amène la question du partage de la décision et de la valorisation de l'activité. Concernant l'égalité salariale, nous proposons une approche selon deux entrées. La première consiste à traiter l'égalité des rémunérations sur un même job, à travail égal. La deuxième va s'intéresser à la dévalorisation des emplois dits féminins, c'est-à-dire à représentation majoritairement féminine. Alors, représentation féminine, les emplois féminins, on va voir concrètement comment ça se traduit. Alors, on va se tourner vers Nathalie. Et Nathalie, j'ai envie de te dire, comment est-ce que ça s'incarne concrètement, ce premier axe du pacte, avec des exemples concrets? Effectivement, le laboratoire de l'égalité propose des actions très concrètes, à la fois pour garantir l'égalité salariale, mais aussi pour garantir l'accès aux femmes aux postes à responsabilité. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'égalité des rémunérations. Il faut savoir qu'on est en 2021, c'est-à-dire presque 30 ans après la première loi pour l'égalité salariale. Et en 2021, les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes à travail égal. Vous savez, moi j'ai 2 filles et un petit garçon. Et je me vois assez mal aller expliquer à mes filles que précisément parce qu'elles sont des filles, elles gagneront 19% de moins que leurs petits frères. Donc au laboratoire de l'égalité, on pense que l'index Pénicaud est une très bonne mesure, une mesure de transparence qui devrait pouvoir enrayer cette inégalité et transformer la société. Et le laboratoire de l'égalité propose d'aller plus loin dans cette transparence en rendant public à la fois l'ensemble des indicateurs de l'index, mais également les mesures de correction. Et je crois que cette transparence accrue, elle est vraiment essentielle à la fois à la sensibilisation des entreprises, mais également à la conscientisation des inégalités. Parce que finalement, quand on renseigne, on voit les choses en face. Et cette conscientisation, finalement, au-delà de la loi, elle devrait permettre de mettre un coup d'accélérateur à la réduction des écarts de rémunération. Et puis Franck parlait très justement des métiers très largement féminisés. Le laboratoire de l'égalité pense qu'il est vraiment urgent de revaloriser ces métiers qui ont été en première ligne au front de la Covid et qui pourtant sont peu rémunérés, sont peu valorisés socialement et sont parfois précaires. Donc le laboratoire de l'égalité propose de les revaloriser financièrement, ou en tout cas d'inciter les entreprises à le faire, et également à revaloriser les aptitudes, revaloriser les compétences pour revoir à la fois les grilles d'évaluation, mais aussi les systèmes de classification de ces métiers, du soin, de l'enseignement, du lien social. Repenser les métriques. Exactement. Et puis en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité, je crois qu'en premier lieu, le laboratoire de l'égalité voudrait garantir l'application de la loi Rixain. Si on revient un peu en arrière, en fait, la loi Copé-Zimmermann a permis d'énormes progrès en imposant 40% de femmes dans les conseils d'administration, mais n'a pas finalement eu l'effet de ruissellement escompté sur les présences des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. Aujourd'hui, on ne compte que 17,5% de femmes parmi les membres des COMEX. Donc le laboratoire de l'égalité propose, comme Marie-Pierre Rixain d'ailleurs, d'aller un cran au-dessus et de promouvoir activement la présence des femmes dans les 10% de postes à plus haute responsabilité, pour ne pas finalement se limiter aux COMEX et CODIR. Et c'est en agissant ainsi, comme le rappelait Caroline Courtin d'ailleurs, c'est en agissant ainsi
au niveau de l'ensemble des équipes dirigeantes, qui finalement sont les viviers pour les futurs COMEX, pour les futurs CODIR, qu'on va pouvoir atteindre ce quota de 40% en 2030 de femmes à ces postes à plus haute responsabilité. Merci Nathalie. Alors, on a parlé de la visibilité des femmes dans les postes à responsabilité. Je ne résiste pas au plaisir de vous proposer de revoir notre campagne de communication sur l'invisibilité des femmes. Elle date, mais néanmoins, elle est toujours d'actualité. Comment ça va Bien. La forme, écoute, victoire de la France hier, super. Je veux dire. Parfaitement. Mon dossier là pour les Russes. Mon pote, c'est bientôt là, hein. On va être en retard. Pourquoi ça a un impact? Nous allons créer une dynamique de Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon? Tout à fait. Allons-y. Signez le pacte pour l'égalité et rejoignez le laboratoire de l'égalité. Alors oui, on a parlé de l'invisibilité des femmes. On a vu qu'on avait commencé il y a 10 ans déjà à sensibiliser autour de cette question. Alors maintenant, on va parler de l'axe 2 de notre nouveau pacte 2022, qui est celui qui consiste à diffuser la culture commune de l'égalité durable. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos administratrices, donc Anna Fougali et Muriel Garnier. Anna qui est également en copilote du conseil d'orientation du labo et qui va nous parler de cette partie 2, qui va nous expliquer comment, dans ce pacte, on va suggérer d'agir pour faire évoluer notre culture. Comment va-t-on faire ? Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, nous savons toutes et tous que l'éducation familiale et l'éducation scolaire représentent une partie décisive dans le processus de la socialisation d'une personne. Effectivement, la famille, l'école, mais aussi les médias sont des acteurs qui sont importants et qui sont primordiaux et qui jouent un rôle vraiment très décisive, encore une fois, dans la socialisation primaire de l'individu. Donc, lorsqu'on est vraiment très jeune et que c'est très facile, finalement, de nous inculquer des idées ou des stéréotypes, etc., comme elle nous rappelait aussi tout à l'heure Annie. C'est pourquoi le laboratoire a décidé d'inciter, finalement, à une action globale et donc de proposer des mesures qui sont concrètes et fonctionnelles pour réussir à obtenir une culture durable de l'égalité. Donc, premièrement, en déconstruisant des stéréotypes dans l'univers éducatif, et ça de la petite enfance jusqu'à les études supérieures. Alors, pour vous faire des exemples de mesures concrètes, donc appliquer l'obligation de formation et l'accompagnement à l'égalité des acteurs et du personnel éducatif, et donc toujours à partir de la petite enfance, et donc y compris ceux qui travaillent avec la petite enfance, et prévoir aussi à destination des jeunes des parcours obligatoires donc sur l'égalité, mais aussi sur la lutte contre les stéréotypes. Deuxièmement, le laboratoire propose aussi de promouvoir la mixité au travail, mais aussi le partage des rôles et des charges professionnelles, ainsi que la promotion de la mixité des métiers. Une autre mesure importante est celle qui concerne le partage des rôles et des charges parentales. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore l'effet de la double journée qui vivent beaucoup de femmes, et ça est dû, ce problème est dû bien évidemment au fait que les femmes ont beaucoup plus de charges à la maison, donc que ça soit éducatif ou charges domestiques. Et donc, on pense que le laboratoire pense qu'il y aurait besoin de créer des places manquantes pour l'accueil de la petite enfance, tout d'abord, mais aussi d'allonger, par exemple, la durée du congé paternité et rendre obligatoire les premières 28 jours. Enfin, je disais que le laboratoire incite à une action globale et donc il souhaite aussi diffuser une culture de l'égalité en impliquant les médias. Encore une fois, je vais vous citer deux exemples de mesures que nous proposons dans le pacte. Sanctionner davantage les contenus sexistes
et engager un plan d'action efficace contre le cybersexisme et les cyberviolences, avec un soutien aussi concret au dépôt des plaintes et leur suivi. Merci Anna. Voilà. On le voit, c'est multidimensionnel. Exactement. Et on agit dès la petite enfance, on agit sur les représentations auprès des adultes avec les médias, donc on agit sur tout le spectre qui permet de transformer la culture. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mais notre culture, elle est aussi très influencée par toutes les découvertes, par la transition qui se fait aujourd'hui et par l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, envahit nos vies de multiples façons. Alors, le labo, on l'a rappelé, s'est engagé à signer, alors je vais encore dire une bêtise, un pacte ou une charte. Et là, je vais me faire corriger par Muriel qui va nous expliquer comment le labo s'engage et ce qui a été intégré dans le pacte sur cette question de l'intelligence artificielle non sexiste. Je l'ai bien dit ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça, Laurent. Merci, Laurent, et bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est le pacte pour une IA égalitaire entre les femmes et les hommes. Voilà. Bon. Alors, avant de vous expliquer pourquoi on a intégré des actions spécifiques sur le domaine de l'IA dans ce pacte 2022, j'aimerais vous faire un état des lieux très rapide, en quelques chiffres, pour vous faire comprendre le contexte et pourquoi l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Ce marché du numérique qui englobe l'IA représente en France, en 2021, 60 milliards d'euros. C'est le secteur qui croît le plus, 4 à 5 % par an depuis plus de 5 ans, alors que les autres secteurs, c'est de 1 à 2 %. C'est le secteur qui recrute le plus également, dans le sens, enfin la croissance, excusez-moi, c'est des 4 à 5 %. C'est le secteur qui recrute le plus. On estime que d'ici 2030, on aura 30 % des offres d'emploi qui seront des métiers du numérique. C'est le secteur le plus rémunérateur, 90 % de CDI, un salaire annuel moyen de débutant plus de 35 000 euros. Par ailleurs, 85 % des développeurs sont des hommes, 12 % de femmes occupent les postes, des métiers du numérique, 56 % des femmes quittent ces métiers en milieu de carrière, à peu près 9-10 ans, et l'un des chiffres qui est le plus affligeant et qui date là de 2021, qui est 0,98 % de jeunes filles ont choisi la filière numérique et sciences informatiques en 2021 avec la réforme. Donc, vous imaginez comment alimenter le vivier et comment ensuite on va pouvoir attirer ces jeunes filles dans ces métiers. Donc, face à ce constat, effectivement, on ne pouvait pas ne pas réagir. Et les femmes sont doublement punies parce que la majorité des développeurs étant masculins et donc humains, ils reproduisent des stéréotypes dans les algorithmes qu'ils conçoivent et qu'ils développent. Ces algorithmes génèrent des biais qui pénalisent les femmes. Et vous avez des exemples, l'octroi de prêts, les recrutements, l'égalité salariale, etc. Et deuxième punition, c'est qu'elles sont totalement mises à l'écart de ce secteur qui est une véritable révolution, qui a un impact sociétal majeur, et donc elles ne peuvent pas profiter de ce levier d'émancipation économique et sociale, et même elles ne peuvent pas contribuer à tout ce qui est un mouvement d'innovation et de créativité, alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Donc depuis plus de 5 ans, les parties prenantes de l'IA en ont pris conscience, se sont mobilisées, agissent, mais les entreprises, les écoles, l'éducation nationale, le monde de la recherche, les médias aussi, vraiment agissent, mais on ne voit pas la situation évoluer. Alors, ça évolue peut-être dans d'autres domaines, mais dans ce domaine de l'intelligence artificielle, les chiffres n'évoluent pas et même dans certains domaines auraient tendance à régresser. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus dans ce pacte pour rappeler quelques actions prioritaires. Première action,
et qu'on préconise depuis quand même bientôt 3-4 ans, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter ces biais dans les algorithmes et les corriger. Et c'est possible. Tous les outils sont à disposition et même aller plus loin, puisqu'on peut développer des algorithmes égalitaires avec ces nouveaux outils. Et ça, c'est vraiment le rôle des entreprises qui produisent du numérique et celles qui utilisent aussi ce numérique. Deuxième action, tu parlais, Anna, de la sensibilisation et de la formation. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, si ces jeunes filles ne s'orientent pas vers ces filières, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des métiers, c'est parce que, en fait, on ne les a pas aussi acculturées aux stéréotypes, aux biais algorithmiques, et aussi parce qu'on a une façon de prendre le sujet par la technique. La technique n'attire pas de base les jeunes filles. Il faut expliquer comment l'usage de ces outils peut apporter une vraie valeur ajoutée. L'IA dans la finance, l'IA dans la santé, l'IA dans le marketing, l'IA dans l'agriculture, l'IA dans l'environnement, dans l'énergie, il y en a partout. Et c'est par l'application de ces outils qu'on arrivera à attirer les jeunes filles. Troisième action, et là ça commence à émerger notamment par rapport à une loi de la Commission européenne qui est en cours de préparation, c'est d'encadrer au travers d'un cadre éthique le développement de ces outils. Et ce que le laboratoire propose, c'est de créer un label IA par un organisme public national avec des normes, des processus de contrôle, de multiplier également les audits parce qu'il faut de la transparence, de l'explication pour éviter que les résultats soient biaisés, et également la parité homme-femme dans tout ce qui est instance de gouvernance de cette IA, dans les comités éthiques notamment, qui existent déjà dans un certain nombre d'entreprises. Voilà, donc pour moi la conclusion elle est claire, hein. Le monde du futur qui est en train de se construire en ce moment avec ces outils, ne pourra pas être durable, l'égalité ne pourra pas être durable si on ne construit pas une IA égalitaire, durable et responsable. Merci beaucoup Muriel pour nous avoir rappelé ces enjeux. Effectivement, ils sont de taille. Et moi, je retiens Énorme. le chiffre de 0,98% de filles qui s'orientent vers ces carrières. C'est dramatique. C'est une catastrophe, c'est dramatique. Il faut absolument qu'on agisse. Et ce que je retiens aussi, qui est très important, c'est que l'IA peut se corriger elle-même. Bien et sûr. ça, on peut y arriver. Alors, on a des questions. Il y en a une première pour Anna. Pour quelles raisons, Anna, est-il important d'inclure les parents dans cette démarche de déconstruction des stéréotypes et de construction d'une culture égalitaire? Alors, comme je rappelais tout à l'heure, je parlais de ce processus de socialisation et notamment la socialisation primaire. Il faut savoir que la famille, c'est là où on commence notre première socialisation. Donc, qui en constitue vraiment l'instance principale, je dirais, et première. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si on a une reproduction, finalement, une transmission de certains stéréotypes, même involontaires des fois, cela pourrait aller à l'encontre, finalement, d'autres mesures égalitaires qui vont être introduites dans le processus éducatif à l'école. Et donc, les enfants vont avoir, finalement, deux visions différentes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi impliquer les parents pour que cette culture, justement, égalitaire puisse se forger de manière cohérente, que ce soit au milieu familial et aussi à l'école. Mais il y a bien sûr une porosité entre les deux milieux. Exactement. Et donc il faut que ce soit cohérent, sinon les pauvres enfants, ils vont pas savoir comment se positionner. Exactement. Merci Anna de nous l'avoir rappelé. Alors une question pour Muriel, alors l'intelligence artificielle, comment sensibiliser dans les écoles, dans les collèges, enfin partout dans le cadre scolaire, pour faire venir plus de filles dans les sciences au sens large, mais je pense vraiment les 0,98% l'intelligence artificielle. Alors déjà, comme disait Anna, il faut que les enseignants et, j'allais dire, les conseillers d'orientation ont une très bonne connaissance, effectivement, de ces métiers et de la diversité de ces métiers. Ensuite, pour attirer, on parle beaucoup de codage. Et le codage, ce n'est qu'une langue. C'est comme apprendre le chinois, enfin n'importe quelle langue. Je parle le chinois parce que c'est peut-être un peu plus sophistiqué. Mais ça n'attire pas la technique. Ce qu'il faut vraiment expliquer, c'est au travers de tous les métiers,
comment on utilise ça? Comment, par exemple, vous faites de la médecine prédictive? Ça peut être expliqué de manière très simple et c'est comme ça que l'on va attirer. C'est ce que je disais dans les cas d'application. Le codage, on parle que du codage. Mais non, les métiers à valeur ajoutée, c'est pas simplement de coder. Les métiers, c'est quand vous savez utiliser la technologie, que vous la maîtrisez et que vous l'intégrez dans un nouveau service, dans des nouveaux produits, dans votre vie quotidienne, dans les entreprises ou dans n'importe quel type d'activité. C'est ça qui va attirer. Qui marche très bien sur les filles toutes petites, c'est de leur dire qu'on va pouvoir sauver les ours blancs. Voilà, écoute, il y a des logiciels d'IA qui permettent déjà d'évaluer les populations des espèces en voie de disparition, qui font des projections, etc., etc. Enfin, on va se servir de l'IA pour l'agriculture, bientôt, dans l'environnement. Eh bien, c'est super. Bravo pour ce monde IA égalitaire qui va nous arriver bientôt. Moi, j'y crois. Merci à toutes les deux. Et nous allons passer à la troisième partie avec un jingle. La troisième partie qui s'appelle « Le rôle des politiques publiques ». Alors pour en parler, pour cette troisième partie sur le rôle des politiques publiques, j'ai le plaisir toujours renouvelé d'accueillir des administratrices du laboratoire de l'égalité qui mouillent la chemise aujourd'hui pour en parler de ces politiques publiques. Et c'est logique parce que le pacte, il vise à influencer les politiques publiques. Alors Pascale Braque et Lucile Pétavin qui est une spécialiste de la question des inégalités puisqu'elle a commis un ouvrage sur la question. Dans le cadre du labo. Alors, Pascale, pourquoi est-ce que les politiques publiques sont toujours structurantes pour le succès du pacte 2022 ? Rappelle-le-nous et explique-nous ce qu'on a en tête à travers cela. Alors, les politiques structurantes, ça passe par l'exercice par l'État de son pouvoir, à la fois régalien et du rôle qu'il joue lui-même en tant qu'acteur de ces politiques. Alors évidemment, tout ça est apparu en filigrane à travers les différents points qu'on a évoqués, mais c'est vraiment je dirais la colonne vertébrale de tout cela. À cet égard, du coup, le labo propose de renforcer encore ce rôle dans les actions en faveur des droits des femmes, en particulier pour pouvoir mieux les piloter. Là aussi, action très concrète. Il s'agit de rendre visibles, lisibles, mesurables les problématiques de l'égalité. Et à cet égard-là, le laboratoire demande que les politiques publiques soient genrées. Et pour genrer ces politiques publiques, il va falloir créer des outils de mesure qui permettent d'orienter, de piloter ces dépenses et ces investissements de l'État et d'en mesurer l'impact. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement structurant qui est de mettre en place des outils de mesure pour ces politiques publiques. Et là aussi, très concrètement, le laboratoire de l'égalité demande à ce que les statistiques publiques soient sexuées. Sinon, on ne pourra pas travailler ces données. Donc, pour pouvoir travailler des données de l'égalité, il faut que ces statistiques soient sexuées. Alors, évidemment, on a ces outils. Il va de soi que pour pouvoir agir, il faut renforcer les moyens de ces politiques publiques en faveur des droits des femmes et de l'égalité. Le laboratoire demande à ce que, il répète cette demande régulièrement, à ce que une ligne budgétaire soit spécifiquement affectée dans tous les budgets publics et ceux des collectivités territoriales à ces politiques de lutte contre les inégalités. Et soit dit en passant, évidemment, le labo demande à ce que le ministère des droits des femmes ait lui-même des moyens accrus et en passant que son existence soit également confirmée et assurée.
Et tout ça, en fait, in fine, pourquoi c'est aussi pour qu'on puisse mettre et généraliser ce qu'on appelle une politique budgétaire sensible au genre. C'est-à-dire que quand l'État va flécher telle ou telle dépense sur tel ou tel projet, il doit pouvoir être en mesure d'en déterminer les conséquences pour les filles et les garçons, pour les femmes et les hommes. Une politique, un budget sensible au genre et également le développement de ce que l'on appelle l'égaconditionnalité, c'est-à-dire que, et ça aussi c'est transversal aux différentes parties qui ont déjà été présentées, les fonds publics, donc État ou collectivités territoriales qui sont accordés, doivent l'être à condition que le bénéficiaire ait un plan conforme à cette recherche d'égalité et des droits des femmes. Voilà. Autre élément important dans cette structuration sur laquelle tu m'interroges, il faut aussi très simplement que les textes existants soient appliqués. Tout à l'heure, on a rappelé que l'égalité salariale, la première loi a 30 ans. Donc il serait peut-être temps que ces textes soient appliqués. Pour cela, très concrètement, le laboratoire demande que des contrôles en entreprise en l'occurrence, ou enfin entre les différentes organisations qui sont impactées par ces lois, et bien que des contrôles soient étendus, que soit rendue publique la liste des acteurs défaillants et de ceux qui sont soumis à des amendes, voilà, des sanctions financières, le name and shame en fait, pour l'appeler par son petit nom. Alors, en contrepartie, évidemment, il y a des lois que beaucoup d'acteurs appliquent avec conviction et appliquent très bien. Et donc, il faut aussi valoriser les bonnes pratiques pour créer un peu un rôle modèle, des rôles modèles des organisations vertueuses. Voilà, donc ça, ce sont ces deux éléments-là en termes d'application, je dirais, directe. Et puis, je dirais pour une stimulation un peu particulière de cette démarche d'application de la loi, le laboratoire demande également à ce que les actions de groupe qui aujourd'hui doivent passer par des associations ou des syndicats, et bien que ces actions de groupe soient ouvertes aux victimes et directement aux victimes de discrimination. Voilà sur ce point. Structuration également, au-delà des politiques publiques proprement dites. Tout à l'heure, je disais que l'État est un acteur de cette égalité, et donc il est lui-même un acteur de l'égalité professionnelle en tant qu'employeur. Et donc, le laboratoire souhaiterait que l'État employeur soit lui-même exemplaire de cette politique en matière d'égalité professionnelle. Et pour cela, là aussi très concrètement, c'est évidemment quelque chose qui sera particulièrement bien soutenu auprès des candidats aux élections, à l'élection présidentielle en particulier. Le laboratoire demande que soit instauré un plan volontariste en la matière. Alors, on a déjà évoqué un certain nombre de points. Tout simplement, déjà, l'État doit s'appliquer à lui-même les lois qui régissent le secteur privé. Des exemples très concrets, on en a parlé. L'accès des femmes aux postes à responsabilité. La loi Rixain, finalement, pourrait... Pourquoi la loi Rixain ne serait-elle pas étendue aux organisations publiques ? L'index égalité, qui effectivement a un effet booster dans les entreprises, et bien pourquoi, ou plutôt c'est pas pourquoi, le laboratoire demande à ce que cet index, en l'occurrence, puisse exercer ses effets vertueux en créant un index de l'égalité dans le secteur public. Voilà. Autre rôle d'acteur, l'État est également, bien sûr, le promoteur de l'égalité dans le cadre des problématiques sociales.
On en avait parlé, on l'avait proposé, on l'avait demandé dans le pacte 2017. On va donc évidemment le redemander, et on le redemande dans le pacte 2022. Le labo demande à ce que soit lancé un Grenelle contre la précarité et voilà, avec Lucile, et la pénibilité du travail. Donc je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, puisque Lucile va en parler. Le laboratoire demande également que soit réouvert, avec, là aussi Lucile va en parler, avec les partenaires sociaux, le chantier de la pénibilité du travail féminin. Et enfin, une grande bavarde devant l'Éternel et devant le labo. En matière de problématiques sociales, il est aussi important que l'État généralise le plan de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales partout, y compris dans les entreprises. Voilà, donc j'arrête là. Mais c'était très bien, Pascal, c'était très complet parce qu'on a vu qu'il fallait le nerf de la guerre, les budgets, ça c'était super important, l'exemplarité de l'État pour diffuser dans toute la sphère publique donc les mesures qui sont demandées au privé, c'est bien cette égalité. Et donc on a vu que tout cela était nécessaire et surtout il fallait faire appliquer les lois qui sont votées puisqu'on le sait, comme tu le rappelais, 30 ans et toujours des inégalités salariales. Et maintenant, on va passer dans la sphère de compétences distinctives de Lucile. Lucile, j'aimerais que tu nous parles de comment le pacte adresse cette question de la précarité des femmes, puisque c'est ton sujet de prédilection. Merci. Alors effectivement, le pacte s'empare de cette question sur plusieurs points. Le premier que je voudrais évoquer avec vous ce soir, c'est la question des temps partiels. Parce qu'il faut savoir que les femmes occupent 80% des contrats à temps partiel. Ce sont des contrats qui mènent bien souvent à la précarité, donc à de petites primes, de petits salaires, et puis in fine de petites retraites. Aujourd'hui, il y a 3,7 millions de femmes qui sont donc avec des contrats à temps partiel. Et parmi ces femmes, il y en a 2,4 millions qui vivent avec un salaire environ de 960 € par mois. Donc on se rend compte l'importance de ce sujet et la gravité de ce sujet concernant l'égalité. Et donc le laboratoire de l'égalité propose que les salariés à temps partiel, toutes et tous les salariés à temps partiel, puissent cotiser pour leur retraite sur un taux à temps plein. Et la deuxième chose qui nous semble importante, c'est la communication autour de ces dispositifs. Il faut une communication efficace pour toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'exprimer ce soir, c'est l'insertion professionnelle des jeunes femmes sur le marché du travail. C'est une question que l'on a beaucoup justement travaillé avec le laboratoire de l'égalité cette année, notamment en partenariat avec l'Institut de l'engagement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, très tôt, déjà lorsque les jeunes femmes cherchent du travail, lorsqu'elles s'insèrent sur le marché du travail, eh bien, elles rencontrent plus de difficultés que les jeunes hommes, notamment en raison des discriminations qu'elles subissent et ce qui a des répercussions très concrètes et très rapides, notamment sur leur salaire. Et en travaillant avec l'Institut de l'engagement, la chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, 61% des volontaires en service civique sont des jeunes femmes et parmi elles, 40% cherchent un emploi. Donc nous proposons de valoriser justement cette expérience de service civique pour qu'elle ait une valeur auprès des entreprises, auprès des recruteurs, notamment par exemple par la VAE, donc la validation d'acquis d'expérience, ou bien un autre dispositif qui s'appelle le certificat à la gestion associative. Et par ailleurs, deuxième volet, puisqu'il y en a un, nous proposons que le service civique ouvre justement des droits au chômage. Et enfin, troisième point sur lequel je voudrais revenir avec vous ce soir, c'est la question de la garde des enfants. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui encore, les responsabilités parentales pèsent lourdement sur les épaules des femmes. Il faut savoir que 85% des familles monoparentales
ont aujourd'hui à leur tête une femme et qu'un tiers de ces familles vivent en situation de précarité. Donc ce que nous proposons sur la question de la garde des enfants, c'est donc qu'un droit opposable à l'accueil pour la petite enfance soit mis en place, ce qui permettrait à tous les parents d'enfants de moins de 3 ans d'avoir une solution de garde efficace et pérenne. Et cela doit aussi s'accompagner d'un programme de construction de crèches, l'un ne pouvant pas finalement aller sans l'autre. C'est très important cette question de garde d'enfants qui exclut beaucoup de femmes, notamment du travail. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est la valorisation de l'engagement qui est fondamentale. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais il faut le reconnaître, il faut qu'il y ait une récompense sociale, sociétale, associée à l'engagement. Merci Lucille. Alors, on a des questions. Alors, pour Pascal, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce qui est demandé sur les violences sexistes et sexuelles dans cette 3e partie sur les politiques publiques? Alors justement, on a eu MeToo, c'est le bon moment dans ce nouveau pacte de prendre le sujet à bras-le-corps et d'être exigeant. Eh bien, tout simplement, c'est d'étendre à ce qui... alors, effectivement, je n'ai pas le détail exact, ce n'est pas bien du tout, mais l'idée puisque j'ai laissé des antisèches. Mon pacte, je vous invite à aller voir dans le détail du pacte, mais l'idée, bien sûr, c'est d'étendre ce qui existe déjà, tout ce qui est le signalement, l'accompagnement, et de l'étendre aussi au-delà, enfin, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon complètement transversale. C'est-à-dire que par exemple, le sexisme ordinaire soit intégré et considéré comme une violence sexuelle. De même que les violences conjugales soient intégrées également dans cet ensemble et que cette lutte soit intégrée à tous les niveaux, y compris dans l'entreprise. Les violences conjugales, par exemple, de plus en plus d'entreprises accompagnent leurs collaborateurs, leurs collaboratrices en l'occurrence, sur ce sujet. Eh bien, ça pourrait être, c'est un bon exemple de généralisation en la matière. Renforcer et élargir. Absolument, renforcer et élargir. Et élargir le spectre d'action, et notamment dans le cadre de l'entreprise, parce que c'est important. Effectivement, dans les entreprises, moi je l'ai vu, parfois on est conscient qu'il y a des femmes qui subissent des violences, mais on ne sait pas comment agir. Absolument. Donc c'est donner la capacité aux entreprises d'agir pour aider leurs salariés. Alors pour toutes les deux, vous avez une question qui est: prenez-vous en compte la situation particulière des femmes handicapées en termes de précarité et de sous-valorisation des compétences? Eh oui. Alors précisément, c'est l'un des thèmes que le laboratoire de l'égalité souhaite voir appliqué, abordé dans ce Grenelle, dans le Grenelle dont je parlais tout à l'heure. Ça en fait complètement partie. On a en quelque sorte la double pénalisation d'un certain nombre de femmes, les femmes handicapées, les femmes, les seniors, les femmes seniors, les femmes des quartiers, les femmes rurales, et on a donc des femmes qui effectivement accumulent ces handicaps, ces freins, et qu'il faut accompagner en conséquence. Et de façon spécifique, avec des actions ciblées. C'est pas simplement, ce sont des femmes. Peut-être que tu veux compléter justement sur la précarité, Lucie. Oui, alors moi je veux en profiter pour annoncer quelques propositions. En plus, par exemple, sur effectivement les femmes qui sont éloignées de l'emploi. Et le problème qui est que bien souvent, on les réoriente, on les oriente vers des métiers, donc on en a parlé tout à l'heure, dits féminins, c'est-à-dire peu valorisés, peu rémunérateurs. Et donc nous proposons que tous les organismes qui accompagnent ces femmes éloignées de l'emploi à retrouver du travail ne les orientent pas systématiquement vers ces métiers-là, mais leur donnent d'autres outils, d'autres clés pour pouvoir aller vers des métiers davantage valorisés. Croire en leur potentiel, parce que très souvent ces femmes s'autocensurent. Donc là, on peut peut-être proposer, je me tourne vers Muriel, une IA qui aide les femmes à se projeter, à découvrir leur potentiel et aller vers des métiers plus rémunérateurs et plus d'avenir, quelque part. Tout à fait, on va mettre Muriel sur le coup. On va mettre Muriel sur le coup, c'est super. En tout cas, ah oui, on a encore des questions.
Pourrait-on envisager une mutualisation des cotisations retraite au bénéfice des femmes à temps partiel? Alors, c'est une bonne question. Non, vas-y. Oui. En l'occurrence, le sujet des effets, des dommages collatéraux, on pourrait dire, et des effets pervers du temps partiel est l'un des points soulevés dans le pacte 2022, avec un certain nombre de mesures qui sont d'ores et déjà, qui sont de longue date identifiées pour effectivement compenser, en l'occurrence, les effets financiers et sur le calcul de la retraite des femmes qui prennent un temps partiel. Voilà, qui d'ailleurs souvent ne connaissent pas les effets à long terme de leur choix, à court terme, et qui se retrouvent au moment de la retraite avec des béances dans leur parcours, et puis également des mesures correctives au fur et à mesure de la carrière, par exemple être à temps partiel et cotiser à taux plein, qui ne sont pas obligatoires à ce jour, et qui sont d'ailleurs souvent inconnus de pas mal de beaucoup de monde. Et voilà, donc il y a des pistes très précises, c'est plus que des pistes, des moyens très précis d'accompagner ce problème. Et pour l'avoir traité, c'est très important d'expliquer aux femmes, au moment où elles demandent un temps partiel, que ce n'est pas forcément une bonne idée, que ça peut avoir des impacts des années plus tard, parce que parfois elles sont très contentes d'avoir un petit dont elles veulent s'occuper, mais ça a des impacts plus tard. Merci Pascal. Une dernière question pour Lucille. Avez-vous prévu des actions spécifiques pour les femmes éloignées de l'emploi, en particulier, comme on le disait tout à l'heure, celles qui souffrent également de l'éloignement, donc en zone rurale, ou de l'éloignement plus symbolique dans les quartiers périphériques? Oui, eh bien, ce qui nous semble pertinent sur cette question, c'est justement de faciliter leur déplacement géographique, notamment, par exemple, en mettant en place des aides pour obtenir le permis de conduire ou en remboursant des frais de déplacement pour permettre justement à ces femmes qui sont en train de rechercher un emploi de ne pas être limitées dans leur déplacement et pouvoir se rendre auprès des organismes aidants ou à des entretiens d'embauche, par exemple. Et puis le second point, très rapidement, c'est sur l'accès au numérique. Parce qu'aujourd'hui, chercher un emploi sans avoir un accès aux outils numériques, c'est quasiment impossible. Donc là aussi, on souhaite qu'il y ait un véritable accompagnement sur cette question et des moyens mis pour, par exemple, dans les missions locales, dans les bureaux Pôle emploi, que ces femmes, que les personnes qui soient en recherche d'emploi puissent avoir un accès facilité aux outils numériques et aussi une aide, un accompagnement dans leur utilisation. L'égalité passe aussi par la réduction de la fracture numérique, si on peut le résumer comme ça. Un grand merci à toutes les deux, c'était passionnant, ainsi que les précédentes interventions. On a beaucoup appris, je pense, sur ce nouveau pacte, et maintenant est venu le temps de la conclusion. Et je vais passer la parole avec grand plaisir à notre vice-présidente que l'on ne présente plus, Corinne Hirsch. Bonjour tout le monde. Moi j'ai envie de dire waouh, moi je suis émue. Il y a 10 ans, on était 5 autour de la table, chère Olga, grâce à toi, qui a eu cette idée incroyable de nous rassembler ce soir-là. Grâce à toi, et je te remercie d'être venu me chercher, d'être venu nous chercher, parce qu'on était 5 autour de la table, et puis on était 50, et puis 500, et puis 1500 aujourd'hui. Alors franchement, on n'imaginait pas que le laboratoire de l'égalité, ça allait rassembler tant d'énergie. Des énergies mixtes, des énergies multiples, des énergies diverses, de tous âges, de tous les secteurs. Vous venez d'en voir un bel exemple ce soir. On n'imaginait pas qu'on allait développer tant de thèmes pour faire avancer l'égalité. Les retraites, les salaires, la parentalité, l'intelligence artificielle, la lutte contre la précarité, la lutte contre la pénibilité qui touche les femmes plus particulièrement, le partage des responsabilités et du pouvoir, l'orientation scolaire, le partage des tâches, le sexisme. On est même allé chercher à comprendre le sexe dans le cerveau. On a travaillé sur les femmes dans la culture, dans le sport, dans la santé, dans les médias, dans la ville et dans l'espace public. L'implication des hommes, tout ce qui contribue à faire avancer l'égalité au travail, voilà tout ce sur quoi on a travaillé depuis 10 ans. Et moi, j'ai envie, là, allez, je n'ai pas prévu sur mon script, on s'applaudit, parce que quand même, quand on lit tout ça...
Merci tout le monde. Alors, 10 ans, on nous demande souvent l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que ça progresse ? Alors, on peut être un peu pessimiste, parce que quand on voit le film qu'on a créé il y a 10 ans, et qu'il est toujours autant d'actualité, quand on voit le succès qu'il a eu sur les réseaux sociaux, des fois on se demande à quoi on peut servir. Quand on voit aussi les chiffres qui évoluent si lentement, on peut aussi perdre courage, mais aussi optimiste. Parce que d'abord, il en faut pour faire avancer de l'optimisme, pour faire avancer l'égalité. Mais le laboratoire de l'égalité, il avance et il se développe grâce à la mobilisation. Et je pense que cette mobilisation, elle est essentielle. Première mobilisation de nous, les bénévoles. Alors, je vais insister sur ce mot de bénévole parce que souvent, avec tout ce qu'on fait, les gens pensent qu'on est une très grosse structure, avec plein d'argent, voire même qu'on est salarié du laboratoire de l'égalité. Non, on est tous et toutes bénévoles. Avec une coordinatrice, Mathilde Hollon, qu'on remercie énormément aujourd'hui. On a aussi une stagiaire, Louise Jousse, qui est là aussi aujourd'hui avec nous, et puis des services civiques. C'est important, toutes ces actions développées depuis 10 ans. Et puis c'est aussi des copains, des copines. Ça fait 10 ans qu'on se pratique et on est toujours ensemble. Donc il doit y avoir quand même quelque chose au laboratoire de l'égalité, une espèce de savoir-faire. La mobilisation grâce à vous, les partenaires, qui nous soutenez, et merci BNP Paribas pour votre accueil aujourd'hui, et la mobilisation grâce à vous, le public, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous relayez. Merci de votre présence ce soir. Merci aussi pour vos dons qui nous aident à nous développer. Alors, sur le script, et puis on l'a entendu, on avait écrit « Rendez-vous dans 10 ans », et puis après, je me suis dit « Ouais, mais la suite dans la chanson, c'est « Rendez-vous, place des grands hommes », alors je me suis dit « On va changer. » J'ai envie de changer, donc moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous dès demain. Dès demain, vous allez recevoir le pacte abrégé, les 50 propositions à mettre en route dès le début du prochain quinquennat. D'ici quelques jours, vous allez recevoir aussi le replay de l'événement. La semaine prochaine, vous allez recevoir le pacte détaillé, c'est-à-dire plus de 300 propositions sur tous les axes qui vous ont été présentés. Et puis bientôt, les premières signatures des candidats et des candidates à la présidentielle. Alors, à vous de jouer, à vous de relayer, de faire suivre, de commenter, de compléter. Tout sera en ligne sur notre site. Vous pouvez aussi suivre nos actualités, nos réseaux sociaux, notre newsletter. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez sur notre site du laboratoire de l'égalité. Vous vous inscrivez à notre newsletter. Je reviens pour terminer optimiste, pessimiste, optimiste quand même au final, parce que le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, il fait aujourd'hui partie intégrante du débat public, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Optimiste parce que en faisant avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, on fait avancer la société au global et on a cette part de responsabilité et c'est ce qui fait que nous consacrons tant d'heures bénévoles pour faire avancer l'égalité. Optimiste parce que en luttant contre les stéréotypes, en diffusant la culture de l'égalité, on montre aussi qu'on a chacun, chacune, nous, vous aussi, entre les mains le moyen de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes sans émancipation et autonomie économique des femmes. Vous l'avez compris, l'égalité au travail, c'est le cœur de notre mission. Il n'y a pas d'égalité possible sans la conquête d'une culture de l'égalité débarrassée des stéréotypes de sexe dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il n'y a pas d'égalité non plus sans la volonté d'engagement des entreprises et des employeurs, sans un engagement plein et entier des pouvoirs publics. Au laboratoire de l'égalité, avec les 1500 membres, avec vous tous, vous toutes, chers amis, avec vous aussi, avec les centaines de bénévoles, on a la conviction que l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas seulement une grande cause, c'est une cause majeure. On a la conviction qu'on fait bouger les lignes et avancer l'égalité par les femmes et par les hommes, tel que vous l'avez vu, pour les hommes et pour les femmes, en société, ensemble.